Salut tout le monde, c'est Pixé, on se retrouve pour une vidéo critique Retour Perdant et je vous propose de replonger dans l'univers de Lewis Carroll selon la vision de Tim Burton avec donc Alice de l'autre côté du miroir, film qui fait suite directement au film de 2010 de Tim Burton, Alice au pays des merveilles, qui donc était une réécriture des studios Disney du conte d'origine, bien qu'on a plutôt l'impression que c'était une suite. Mais donc voilà, ici le film est réalisé par James Bobine et c'est la suite directe avec le même univers, les mêmes personnages, suite tout à fait logique donc du premier film. Le capitaine des sauveteurs! Tu t'es absenté trop longtemps, Alice. Absolument. Certaines choses méritent toute ton attention. Le film, je saurais pas comment dire parce que je l'ai bien aimé, je le trouve bon, il est correct. Le réalisateur n'a pas énormément beaucoup de bouteilles encore. Je crois qu'il a réalisé un ou deux Muppets comme film. Donc je trouve que le travail est assez honorable dans ce qu'il nous fait ici, dans ce qu'il nous a réalisé. Bien que, voilà, je n'ai pas trouvé le film sensationnel, c'est un Disney quand même, et voilà, l'émotion n'y est pas, le renouveau n'y est pas, le film n'est pas utile en soi. Il y a eu très peu de communication, très peu de publicité je trouve pour une suite de ce genre. Le premier, je me rappelle, enfin le film de Tim Burton avait plutôt divisé. Moi j'avais bien aimé, sincèrement. D'ailleurs je crois que c'était la première réécriture Disney d'un conte. Premier passage d'un film d'animation en version live, je crois que c'était ça. Et j'avais trouvé que c'était intelligent, intéressant. C'était très neuf aussi à l'image, c'était très beau, très bien fait, du Tim Burton avec un univers à son image, assez sombre, assez fou, assez dingue, et ça claquait bien. Donc moi quand j'ai vu qu'il y avait une suite de prévue, oui. Quand j'ai vu que Tim Burton ne faisait que la produire, bon, et bah voilà, et c'est exactement ça qui se dégage du film, c'est que c'est pas mauvais, mais ça aurait pu être bien mieux. Et même si j'ai aimé, et même si j'aurais plutôt tendance à vous dire courez voir ce film, ne serait-ce que pour les choses que j'ai aimées dans ce film, vous allez voir, bah ça reste quand même moyen, et courez voir ce film devant votre télé, peut-être pas au cinéma. Donc le petit pitch du film, on retrouve donc Alice qui a pris de l'âge, qui a pris de l'assurance, elle est capitaine d'un navire, donc comme à la fin du premier film, on comprend elle a vraiment repris la compagnie de son père aux côtés de son associé, qui devait devenir son beau-père mais qui ne l'est pas. Donc voilà, elle fait ses voyages, c'est une femme d'entreprise, une femme sérieuse, elle rentre en Angleterre après un voyage. Et il y a un petit litige avec sa mère. Apparemment, la part de l'entreprise qui revient à la famille d'Alice n'est plus à eux. Et donc, ils doivent négocier avec Amish, qui devait être son époux dans le premier film, mais avec qui elle a refusé de se marier. Enfin, tout ça, c'est pour vous recentrer. Donc voilà, donc en gros, il y a une négociation entre Alice et Amish pour essayer de récupérer les parts d'entreprise, pour essayer de récupérer les biens de la famille de Alice qui sont un peu mises sous hypothèque, hein, plus ou moins, enfin voilà, il y a un conflit entre les deux. Après ce conflit, Alice s'enfuit un petit peu, elle est poursuivie par les gardes de la maison, elle passe de l'autre côté du miroir, et ça y est, on arrive au pays des merveilles. Et ici, elle comprend donc que les choses ont bien changé depuis qu'elle est partie, que le chapelier fou a des problèmes, qu'il ne se sent plus lui-même, qu'il n'est plus aussi joyeux, qu'il n'est plus tout à fait lui. Et il essaye de retrouver sa famille il pense que sa famille est vivante. Que sa famille est vivante. Alors qu'on nous fait comprendre dans le film qu'elle est censée avoir été tuée. Donc Alice devra tout faire pour essayer de comprendre le problème du chapelier, qu'est-ce qui se passe, comment le guérir, dit-il la vérité ou non, et à partir de là, l'aventure se mettra en place. Et donc, comme j'ai dit, j'ai bien aimé ce film. Il est vraiment bon, c'est un bon divertissement. Mais c'est tout. Voilà, c'est un bon divertissement dont on se passera aussi facilement. C'est pas le genre de film culte que vous reverrez, ou voilà, et surtout, il y a très peu de nouveautés en soi. Mais on va quand même arriver à ce qui m'a vraiment fait kiffer dans le film, parce qu'il y a certains points que j'ai adoré.
qui sont réussis et qui sont faits avec une excellence. C'est peut-être un peu beaucoup pour un film que je vous conseillerais pas d'aller voir pourtant, mais voilà. Mais disons que pour moi tout le mérite revient à Tim Burton et pas à James Bobin. Tout le mérite revient au premier film et pas à celui-là. Si vous voulez, si je veux résumer un peu ma pensée, c'est ça. Mais donc commençons ne serait-ce que par le truc qui m'a le plus fait kiffer dans le film, c'est Sacha Baron Cohen. Le temps est une personne. Il vaut mieux ne pas l'avoir pour ennemi. Empêchez-la! Déjà ce mec j'adore, il suffit de le voir dans The Dictator, dans Borat, enfin cet acteur est dingue, cet acteur est fou et j'adore. Et il est très bon, il est très très bon, moi, rien qu'à sa tête, rien qu'à ses personnages. Et donc là c'est la dose de fraîcheur du film car en plus c'est le seul, pratiquement, ouais, je crois que c'est un des rares seuls nouveaux personnages du film. Je ne sais pas si ma phrase était très française mais bon je crois que vous me comprenez. La com, le peu de com qu'il y avait tournait surtout autour de lui. Et son personnage est très intéressant. J'ai beaucoup aimé, il s'intègre très bien dans l'univers, il est très drôle. Que dire d'autre, il est badass je trouve, il est bien fait. Et ça reste un personnage très emblématique je trouve pour ce film. Bien que, bon après, ce sera pas non plus le seul à être exposé. Mais ça tourne beaucoup autour de lui, l'intrigue est vraiment là. Et il y a plutôt une bonne surprise. Je trouve aussi qu'il est différent de ce qu'on pouvait en penser en voyant les affiches ou la bande-annonce. C'est pas vraiment le genre de personnage auquel je pensais à la base. Et finalement, il est très bien. Moi j'ai beaucoup aimé, ne serait-ce que son costume qui est génial. Et même voilà ce que je disais, il y a son château aussi, j'en reparlerai peut-être un peu après des décors. Le château qu'il a, tout ça donne vraiment une fraîcheur au film, ça donne du renouveau, on explore ça y est aussi des coins du pays des merveilles qu'on n'avait pas encore vu dans le premier film, et donc toute la partie qui tourne autour du temps, qui est le nom de ce nouveau personnage, ça n'aura pas été cherché bien loin, mais après tout, bon, c'est le temps, ce personnage, et le temps incarné. Et tout ce qui va suivre, tout ce qui va tourner autour de ce personnage, les interactions qu'il va avoir, sont très bien amenées, ont leurs conséquences et font toute l'identité du film. Autre petite chose aussi, ça tourne plus autour de l'anecdote ce que je vais dire, mais le film est dédié à Alan Rickman et c'est d'ailleurs son tout dernier film. Alan Rickman qui fait la voix de Absolem, la chenille dans le premier et le papillon qu'on verra donc dans cette suite. C'était son dernier film, j'ai aussi adoré cet acteur. Le grand Severus Rogue, bien sûr, on le connaîtra surtout pour ça. Mais voilà, rest in peace Alan Rickman, et je trouve que c'était une superbe idée de te dédier ce film. Ça aurait pu être un autre aussi, mais voilà. Tu tires ta révérence d'une jolie façon, et merci au film, et merci à James Bobin de nous le rappeler à la fin de ce film. Alors maintenant, pour parler un petit peu plus techniquement, je trouve que ce film est malgré tout une suite logique. On récupère Alice là où on l'avait laissé dans le premier film, tous les autres personnages sont présents, ils répondent présents à l'appel, ils sont là, l'univers reste le même, on a changé de réalisateur, mais tout est bien reproduit, il y aura rien qui va vous choquer, rien ne va manquer à l'appel. Le pays des merveilles reste tel quel. Là, les rênes ont vraiment très bien été reprises en termes de scénario, de script, d'image. On aurait presque l'impression que Tim Burton est tout le temps derrière aux commandes, en tout cas au niveau du film et de la réalisation en elle-même, pardon. Mais après, il y aura quelques petits points qui vont noircir malheureusement le tableau. Enfin bon, bref, on va dire que ça se dit, noircir le tableau. Mais sinon, le film en lui-même, je le disais, c'est un bon divertissement. Tout va bien, tout est bien construit, tout est bien logique. Et ça fait plaisir de retrouver ce pays imaginaire qui est aussi poussé, aussi beau, aussi bien construit que dans le premier film. Alors, en ce moment, enfin ces derniers temps, j'avais des craintes, comme je l'ai dit, sur Warcraft au niveau de la synthèse. J'espérais que ce soit maîtrisé, j'ai trouvé que ça l'était plutôt bien, c'était plutôt bien fait. Et j'avais beaucoup de craintes aussi sur Alice, parce que rien que l'affiche piquait sérieusement les yeux. Vous avez énormément de couleurs, énormément d'éléments, énormément de petits trucs, tout ça. Je voulais vraiment qu'on retrouve l'aspect dark qu'il y avait un petit peu dans le premier film, où il y avait vraiment toutes les petites idées, tous les petits apports que Burton avait apporté donc à Alice au Pays des Merveilles. Je voulais vraiment qu'on retrouve ça, et on le retrouve bien. Là-dessus ça va, la synthèse est très bien travaillée, très très bien.
je trouve même meilleur que sur Warcraft. La lumière est beaucoup mieux utilisée. Donc voilà, mes craintes se sont avérées fausses. Je me suis trompé. Heureusement d'ailleurs, parce que voilà, c'est toujours bien de se tromper sur des choses comme celle-ci. Et vraiment, là, ça dérange pas. Les fonds verts sont bien utilisés, c'est maîtrisé de bout en bout. Le budget est à peu près le même que Warcraft en plus, hein, et c'est à peu près la synthèse est à peu près autant utilisée dans l'un que dans l'autre. Et vraiment sur Alice Alice de l'autre côté du miroir, il y a beaucoup plus de maîtrise, beaucoup plus d'idées. Cap sur Londres. Il y a aussi les costumes qui sont vraiment bien, ne serait-ce que le premier costume de Alice au tout début, elle revient de Chine, et donc elle va à cette réception au début du film, une réception en Angleterre, et elle a choisi de porter le costume qu'elle portait devant l'impératrice de Chine. Et donc tout de suite, là, on annonce la couleur du film. Un costume rouge, vert, avec des petits trucs qui pendent, enfin, très Pays des Merveilles, voilà, toujours l'extravagante Alice qui ne fait jamais comme les autres, qui fait des choses impossibles. J'aime bien aussi cette phrase qui revient, voilà, faire 5 choses impossibles tous les matins. On a beaucoup de références au premier film, et tout de suite avec ce costume, et ben voilà, ça lance tout de suite l'idée qu'on va se faire du film. Et après, bien évidemment, une fois qu'on passe du côté du pays des merveilles, là, ça reprend très bien aussi, les costumes sont très beaux. Comme je le disais, celui du temps reste mon préféré, avec ses épaulettes hyper larges, son truc, on dirait il y a un petit côté russe, je trouve, dans son costume, ça, un peu intriguant. Et il y a de la diversité, il y a de l'idée, il y a de la fantaisie un peu partout. Peut-être un peu moins quand même que dans le premier, voilà, c'est toujours ce que je vais reprocher au film, c'est de faire pareil mais en moins bien, même si ça reste bien. Il n'y a pas l'excellence de Burton sur les costumes non plus, bien qu'elle soit plutôt imitée. Et enfin, l'excellence du film, le top du top, la 3D. La 3D était géniale. Vraiment, si vous avez choisi d'aller voir ce film, allez-y avec vos lunettes, allez-y pour une séance 3D, parce que vraiment depuis Le Monde Fantastique d'Oz, qui est un peu dans le même registre d'ailleurs, hein, un monde fantastique, un monde merveilleux, je n'avais jamais vu une 3D aussi bien maîtrisée, aussi bien utilisée, elle est intelligente, ne serait-ce que le petit papillon, là, Absolem, qui vole comme ça vers la caméra et qui va venir flirter avec l'écran pour sortir un peu, venir vous voir, ça fonctionne super bien. Je me suis régalé avec cette 3D, elle est excellente, et je pense que de toute façon, c'est le genre de film qu'il faut aller voir en 3D, ça se voit direct sur l'affiche, avec la synthèse, tout ça, c'est bien réussi. Du coup, j'aurais bien voulu voir si Warcraft l'était autant en 3D. Malheureusement, je ne le verrai pas, mais en tout cas, avec Alice, n'ayez aucune hésitation. Et vraiment, si vous voulez aller voir ce film, si vous le sentez, si vous y croyez, tout ça, allez-y en 3D. Et attention à la marche. Et puis maintenant passons aux raisons qui font que ce film est quand même un retour perdant. Comme je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure en première partie, ça reste quand même très calqué sur les acquis du premier film. On essaie de faire du Burton sans être du Burton. Forcément c'est pas toujours aussi bon, c'est pas toujours aussi fidèle, c'est pas toujours aussi travaillé. Le genre d'intrigue est à peu près le même, c'est-à-dire que Alice quitte son monde dans la précipitation parce qu'elle doit faire face à un choix qu'il est difficile pour elle de prendre, elle ne sait pas quoi faire, elle tombe dans ce monde du pays des merveilles sans vouloir y aller, hein, elle tombe comme ça par hasard, elle fait une aventure, elle fait son truc dans son coin, elle apprend de ses aventures, de ses erreurs, elle revient et là elle sait quoi faire. Et dans ce film, dans Alice de l'autre côté du miroir, le dilemme est le même, voilà, exactement pareil. Elle va partir dans le pays des merveilles, revenir et savoir quoi faire, et terminer sur une fin assez heureuse, où finalement elle aura grandi de cette aventure, elle en sera changée. C'est pour ça que la suite est inutile en soi, parce qu'elle n'apporte aucune nouvelle vision de la chose, aucune nouvelle aventure, puisque en plus on retourne au pays des merveilles. Alors certes, l'aventure au pays des merveilles est peut-être ce qu'il y a de plus différent, puisque là on retrouve les personnages du premier film, mais aussi d'autres. Forcément les problématiques, les questions, les situations ne sont plus les mêmes, heureusement, mais il y a certaines choses qui se rapprochent énormément, et quand je disais on fait du Burton sans être du Burton et en le faisant moins bien, ça se ressent notamment par le casting. Le casting est là,
du premier film aussi, mais Johnny Depp est carrément plus fatigué que dans le premier, il est beaucoup moins fou que le premier. Alors en même temps ça s'explique aussi un peu dans le film, puisque comme je le disais, il est censé être malade, il est censé être atteint, mais reste quand même qu'à certains moments du film, il est censé être complètement dingue, comme dans le premier, il a sa personnalité de chapelier fou, avec ses phrases qui n'ont aucun sens, tout ça, et il est carrément plus en retrait, plus sage que dans le premier, carrément plus sage. Et quant au reste du casting, à part Alice, tous les personnages qui vous ont fait kiffer dans le premier vont être mis au second plan. Tous les personnages qu'on croise dans le premier film, le chat de Cheshire, le Loir, le lièvre de Mars, Tweedledum, Tweedledum, ils faisaient avancer Alice, chacun la menait petit à petit vers le dénouement de son aventure, chacun avait un petit mot à dire, enfin voilà, c'était vraiment ses compagnons de route, et là, ils ne servent à rien, si ce n'est au début, coucou c'est nous, t'es revenu au pays des merveilles, le chapelier fou il est malade, faut que t'ailles l'aider. Salut, on te reverra plus du film. Bah c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc voilà, encore ils sont là pour faire de la figuration. Même si on les voit quand même un peu, au final, dans le déroulement de l'histoire, ils sont au second plan, ils sont là pour regarder ce qui se passe, ils sont pas acteurs du film, ils sont juste spectateurs. Également, il y a une intrigue autour des deux princesses, de la Reine Rouge et de la Reine Blanche. Dans ce film, il y a un retour dans le passé. Moi qui aime beaucoup les films dans lesquels il y a un voyage dans le temps, ici, c'est moyennement utile, on va dire. Vous comprendrez pourquoi dans le film, hein, mais au final, ça ne sert qu'à avancer dans l'histoire, mais pas forcément à apporter des choses intéressantes. Mais donc, on retrace aussi un peu la jeunesse donc, de ces deux princesses. Et on en apprend plus, et je trouve là aussi que c'est assez maladroit, assez surprenant, même si ça reste correct. Voilà, ça, c'est plus un avis perso, mais je trouve que c'est pas aussi abouti, c'est pas aussi construit que ça aurait dû l'être, c'est pas aussi émouvant, voilà, ça fait partie, c'est une partie du film seulement, alors que le conflit entre ces deux sœurs, ça aurait carrément pu être le sujet du film en lui-même. Là, ça va juste être un élément de transition pour passer à autre chose. Voilà, comment les sœurs se sont mises en conflit, pourquoi elles se mettent sur la gueule. Voilà. Et donc, puisqu'on parlait des sœurs, la Reine Rouge, et puisqu'on parlait de casting aussi, j'ai trouvé que Helena Bonham Carter était hyper agaçante dans ce film. C'est pareil, elle reprend son rôle comme dans le premier. Ce n'est pas du tout rassurant. Et elle n'est pas coachée de la même façon que Burton. Alors, je sais pas si c'est leur divorce entre deux qui a fait que voilà. Mais elle n'est pas dedans, je trouve que c'est pareil. Beaucoup moins convaincante que dans le premier. Et le pire, c'est quand c'est deux bons acteurs comme Johnny Depp et Helena Bonham Carter, qui sont aussi fatigués que ça dans le film, qui sont aussi peu convaincants, alors que leur prestation dans le premier était top, bah déjà, ça me fait un peu moins kiffer, quoi. J'avais envie de les voir foufou tous les deux, parce que c'est des personnages complètement loufoques, un peu dangereux, un peu instables. Et là, au pire, c'est des scènes de figuration, et au pire, c'est des scènes où ils sont complètement assagis. Hein. Danny Elfman, compositeur presque attitré de Tim Burton, qui avait fait des super trucs dans le premier, avec un thème absolument reconnaissable, absolument marquant dès les premières secondes du film, hein, cette ouverture sur Londres dans le brouillard de la nuit avec Big Ben, enfin tout de suite on sentait un Disney, ça me faisait tout de suite penser à Peter Pan, on voit Big Ben et tout la nuit avec cette musique, ces chants derrière, cette espèce de chœur. Tout de suite Danny Elfman, pareil, construisait l'ambiance du film, il nous annonçait à quoi ça allait ressembler, cette ambiance un peu sombre, un peu dark du film. Et là, ta musique, Danny Elfman, c'est la même ou alors elle est nulle. C'est encore lui qui est là, et il nous reprend quelques thèmes comme dans Alice au Pays des Merveilles, et sinon le reste c'est carrément absent, il n'y a rien qu'on entend dans le film, ça passe pareil, histoire de combler le silence, mais sinon c'est pas marquant, c'est ça qui est dommage. Un compositeur comme Danny Elfman qui est très doué quand même, et qui reprend les rênes, là c'est pareil, même syndrome que les autres, tu t'es assagi, t'es pas coaché certainement de la même façon. La caméra du film aussi est globalement pas aussi intelligente que celle de Burton, j'ai trouvé. On a énormément de plans rapprochés dans ce film, au mépris des plans larges qu'on pouvait avoir, ou des panoramiques chez Burton, qui étaient bien plus intéressants pour souligner la grandeur du pays des merveilles. J'allais dire du pays imaginaire, faut que j'arrête avec Peter Pan.
Là, c'est beaucoup plus rapproché, on a l'impression d'être plus enfermé justement dans ce pays des merveilles qu'autre chose. Il y a beaucoup moins de plans, de paysages, de décors. Ici, on se concentre surtout sur l'action des personnages et surtout dans les espaces intérieurs, on est très fermé. Enfin, je l'ai trouvée beaucoup moins intelligente et beaucoup moins réussie, quoi. On se concentre avant tout sur les personnages en gros plan pour la plupart du temps et puis pas sur le pays des merveilles en lui-même, c'est ce qu'on a aussi envie de voir, hein, et du coup ça rate quelques bonnes photos qui auraient pu sortir du film, et c'est bien dommage. James Bobin, ta caméra, elle est un peu carrément moins bien que dans le premier. Et donc comme il y a un retour dans le temps aussi, fatalement, il va y avoir plusieurs problématiques à gérer dans ce film, pour pouvoir arriver au dénouement et à la conclusion. Alice va voyager dans le temps et donc elle va devoir faire en sorte de comprendre le conflit des sœurs, mais aussi de savoir ce qui est arrivé à la famille du Chapelier pour savoir si elle est bel et bien encore en vie dans le présent. Chapelier? Oh, oui, c'est vous! Je vous connais. Et l'intrigue autour du Chapelier et de sa famille est très 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 peu aboutie, je trouve. Très retirée, très... Bah voilà, c'est pareil, c'est comme le conflit des deux sœurs, ce n'est qu'une partie du film, et c'est bien dommage. Parce qu'il y a des acteurs de talent, enfin il y a un acteur de talent qui joue le père du Chapelier, qui est Ralph Fiennes. Lui, il est génial, on l'a déjà vu dans Hannibal Lecter, bon, Les Origines du Mal, qui n'a pas beaucoup marqué. Mais bon voilà, il était aussi dans Harry Potter et les Reliques de la Mort, c'est le père de Lina Lovegood. Enfin, c'est un très bon acteur britannique, et je trouvais que, alors lui, avec Sacha Baron Cohen, mais c'était certainement la meilleure idée qu'il pouvait y avoir pour intégrer au casting, mais deux acteurs britanniques aussi parfaits que eux, aussi géniaux, aussi britanniques aussi que eux, ça claquait. Et pourtant son rôle est très petit dans le film, hein. Très 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 petit, c'est un second rôle. Et pareil, ce qui se dégage du personnage, on le comprend, mais c'est pas marquant, ça vous tient pas en haleine, ça ne fait pas réfléchir, ça ne vous fait pas comprendre quels sont vraiment les différends qu'il y a entre lui et son fils, parce qu'il y a une tension, voilà, il y a la tension entre le père et le fils, toujours ce conflit, voilà. Et donc toutes les problématiques autour de ça vont être amenées rapidement et pas abouties, quoi. Pas suffisamment pour qu'on ait de l'émotion, pour qu'on ait de la compréhension et pour que ça tienne ses promesses. Pourtant on va beaucoup en parler en plus de cette famille, de savoir où elle est, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui lui est arrivé. Mais au final, les origines de cette famille, tout ça, tout ce qui va faire que le problème va arriver, bah, n'est pas très intéressant et n'est pas très exposé à l'écran. Et puis bah, c'est la même chose un peu pour le conflit entre les deux sœurs. Les sœurs, elles se mettent sur la gueule pour un problème, pour une broutille, quoi. C'est un truc de dingue. Je suis sûr que ça vous est arrivé à vous avec vos frères et sœurs, ce genre de conneries, ce genre de problème. Et genre la Reine Rouge, là, je sais plus comment ça s'appelle, enfin bref, j'ai essayé de retenir son prénom, mais voilà, la Reine Rouge, en gros elle en veut à sa sœur des années plus tard pour un problème minuscule. Ce qui s'est passé, c'est que la Reine Blanche a bouffé des tartes dans sa chambre alors que c'est interdit, elle a foutu des miettes sans faire attention devant le lit de la Reine Rouge, de sa sœur, et c'est la Reine Rouge qu'on engueule, parce que voilà, il y a des preuves, et la Reine Blanche n'a jamais voulu dire la vérité devant elle, que c'était elle qui avait bouffé les tartes, et du coup elle se met sur la gueule pour ça. Voilà. Donc là, je vais aller trucider mon frère parce que hier, il m'a volé mon goûter. Attendez, quand même, c'est bon, je sais pas. Il faut un petit peu plus de grandiose quand même dans le film. Surtout on avait ce grandiose dans le premier, je trouve. Avec une bonne dose, une dose familiale, mais voilà. Là, c'est des gamineries, quoi. C'est pas ça qui va justifier une guerre entre les deux sœurs et un conflit, une bataille, des centaines de morts. Non. C'est pas parce que l'autre, elle a bouffé des tartes sous le lit, non. Et en plus, ce genre de conflit, ce genre d'irritation de la Reine Rouge donne à une scène au niveau effets spéciaux que j'ai trouvé dégueulasse particulièrement, paradoxalement avec le reste du film qui est très beau à voir, qui est bien maîtrisé au niveau des effets spéciaux. Mais alors là, quand la tête de la Reine Rouge gonfle pour la cérémonie de couronnement, j'ai eu l'impression que c'était un ballon de baudruche qu'on était en train de gonfler ou je sais pas, mais c'est dégueulasse. J'ai trouvé cette animation dégueulasse, franchement. Et je sais pas comment ils ont pu garder ce genre de prise. Je sais pas si Burton l'aurait gardé, mais toujours en gros plan, hein, parce que beaucoup de gros plans dans ce film. Et c'est encore pire en gros plan, justement. T'aurais dû reculer ta caméra un peu, faire un plan plus large, beaucoup moins serré. Parce que là, ah non, ce grossissement de tête était vraiment pourri.
Jeune fille, vous avez fait votre temps. Accrochez-vous bien. Et donc voilà, en conclusion, c'est un très bon divertissement quand même, j'ai beaucoup aimé, je me suis pas ennuyé. Ça me fait mal de dire ça, mais malgré tout, ça n'en fait pas un film à voir au cinéma, ça n'en fait pas un film utile non plus. C'est un film à voir les dimanches quand il y a de la pluie, voilà. Et même si le premier peut être contestable sur pas mal d'autres points aussi, la version de Burton, elle avait le mérite d'apporter un certain renouveau, d'avoir une base solide avec des personnages qui sont utilisés intelligemment, avec un bon rythme, une bonne musique, tout ça. Enfin, le tout apportait quelque chose de vraiment très sympa, de très encourageant, et un bon film Burton. Alors que là, c'est juste une mauvaise copie, une suite passable, qui est aussi intéressante, mais qui n'est pas marquante, et qui est beaucoup moins fournie. Il y a beaucoup moins d'essence dans ce film que dans celui de Burton, et c'est là tout le souci. Et c'est malheureusement le constat que j'ai fait sur beaucoup de choses sur le film. J'en ai parlé, hein, le casting est beaucoup moins puissant, les musiques sont beaucoup moins puissantes, la caméra est beaucoup moins bien utilisée, enfin tout est moins bien, même si ça reste bien. C'est là le problème. Et donc voilà pourquoi ce film mérite plutôt un retour perdant. Alice de l'autre côté du miroir reste un bon film. Si vous voulez aller le voir, je vous rappelle, allez le voir en 3D. Vraiment, pensez à ce que je dis, la 3D est super. Et puis sinon, ça reste un bon divertissement. Et le film est plutôt bon. Mais malheureusement, je vous dis quand même, c'est sûr, je vous déconseille d'aller voir Alice de l'autre côté du miroir. Au cinéma. Salut à tous!